Alors, on est en direct? Super. Eh bien, bonjour à tous dans ce live organisé par Lola Health et Clava. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Victor Bess, cofondateur de Lola Health, qui est une assurance santé qui s'engage pour plus de parité en entreprise et en santé, en proposant notamment des complémentaires santé prenant mieux en charge la santé mentale, la médecine douce, ainsi que les pathologies féminines et masculines. Je suis en compagnie d'Alexia, CEO de Clava, qui co-organisera avec moi cette rencontre. Bonjour Alexia. Donc Clava qui développe des traitements thérapeutiques digitaux pour combattre les situations d'addiction et qui vient juste d'ailleurs de lancer son application Quitoxil pour favoriser le sevrage tabagique. Avant de commencer à présenter le reste de nos intervenants qui nous font le plaisir d'être avec nous, je vais ramener un petit peu de contexte à notre prise de parole aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous parlerons des addictions et du burn-out en entreprise, qui sont deux phénomènes qui se sont vus profondément renforcés par la crise sanitaire de ces dernières années et qui touchent tous les secteurs, tous les secteurs professionnels et toutes les branches de l'entreprise. En ce qui concerne le burn-out, un chiffre assez impressionnant avait vu le jour cette année et qui annonçait que 2,5 millions des salariés seraient en état de burn-out sévère durant la sortie de la pandémie. Et face à la souffrance au travail, qu'elle se traduise à travers les comportements addictifs ou par le burn-out, les entreprises se retrouvent souvent démunies, souvent par manque de connaissances, par manque d'outils à leur disposition, alors même qu'il s'agit pour elles d'une obligation légale d'assurer la sécurité des salariés et de protéger leur santé physique et leur santé mentale. D'ailleurs, nous avons réalisé un sondage en amont sur les pages de Clava et de Lola Health où nous vous demandions si vous étiez stressé de manière régulière en entreprise, et 86% des répondants nous ont dit oui. Et nous avons aussi posé la question pour savoir si les gens savaient comment venir en aide à un collègue, comment l'orienter lorsqu'il souffre de comportements addictifs sur son lieu de travail. Et là, seulement 44% des répondants nous ont dit savoir quoi faire et quelle procédure suivre pour venir en aide à ce collègue. Donc c'est un sujet d'actualité sur lequel en fait il y a beaucoup de questions et beaucoup de réponses à apporter. Donc pour aiguiller les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qu'elles soient salariés, RH, indépendants ou même représentants du CE, nous allons décrypter les mécanismes et les solutions afin de répondre aux problèmes de souffrance au travail. Donc pour ça, nous sommes aujourd'hui avec le docteur Yvan Gassman, psychiatre clinicien et médecin-chef à l'hôpital de Paris, ainsi qu'intervenant et enseignant à la faculté de médecine de Paris, qui nous parlera du burn-out et du stress. Bonjour Yvan. Bonjour. Nous sommes aussi avec Maud Tijadovic, psychologue spécialisée en addiction, qui nous parlera des mécanismes et de l'environnement qui favorisent les comportements addictifs en entreprise. Bonjour Maud. Bonjour. Et enfin, Lobna Kalera Ben Hassine, qui est DRH chez Ogilvy et qui nous parlera des actions mises en place au sein de cette entreprise pour remédier à la souffrance au travail. Bonjour Lobna. Bonjour. Donc, pour débuter, nous allons traiter de la souffrance au travail à travers le burn-out pour commencer et le stress avec Yvan, qui je donne la parole. Eh bien, merci pour votre invitation. Alors, je vais peut-être tenter d'introduire et donner quelques perspectives concernant le burn-out et rappeler quelques évidences qu'on oublie parfois concernant cette maladie au travail en particulier. Et puis ensuite, donner quelques contextes où on rencontre le plus souvent dans notre pratique quotidienne des personnes qui viennent consulter pour le burn-out. Alors, il faut savoir en particulier que, en dehors de ma fonction de clinicien, je suis aussi psychiatre expert. Et donc, je suis souvent, on va dire, sollicité pour pouvoir, dans le cadre des ministères en particulier, savoir si un agent qui est en arrêt de travail relève d'un burn-out, relève d'une maladie en service, relève d'une dépression, relève d'un trouble anxieux. Et souvent, il faut faire un peu la part des choses entre les différents éléments. Et je crois que c'est ça qui est quand même très important, c'est de rappeler 2-3 choses qui concernent le burn-out. Alors la première, c'est que d'abord, c'est une maladie qui a été décrite dans les années 70
et qui touchait préférentiellement à cette époque-là les services sanitaires et les professionnels du soin. Donc, elle est décrite d'abord auprès des professionnels du soin, où on s'aperçoit que dans des grands moments d'épidémie, il y a des désorganisations de services. Et dans ces moments de désorganisation de services où tout le monde n'a plus forcément sa place ou ne retrouve plus forcément ses missions, on voyait progressivement des professionnels s'épuiser au travail et venir à reculons avec le temps travailler. Et c'est dans ce contexte-là qu'on s'est intéressé et que le terme est venu des pays anglo-saxons en disant, en fin de compte, le burn-out, c'est quoi? Eh bien, quelque part, c'est une espèce de consommation de soi progressive qui fait que la personne finit par, physiquement et psychiquement, être totalement éteinte et ne plus pouvoir être, on va dire, opérationnelle dans ses missions. Alors c'était gênant parce qu'à l'époque, on s'apercevait que c'était un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on n'était plus opérationnel dans ses missions, donc on cherchait à nouveau à le devenir, donc on investissait encore plus de temps au travail, et comme on était un peu à côté de la plaque, eh bien on était vraiment dans un très mauvais rendement, et on finissait réellement par s'épuiser. Donc il faut bien comprendre qu'initialement, le burn-out, sa définition qu'on lui a donnée, c'était une maladie liée en grande partie au travail. C'est plus tout à fait vrai. C'est lié en grande partie au travail, mais ça peut être lié à d'autres éléments, des éléments très personnels. Et la part des choses, c'est justement de pouvoir faire ce qui est de l'ordre du personnel à l'origine de la maladie, qui a, on va dire, accentué ou révélé la maladie, et ce qui est de l'ordre du travail. Au niveau du travail, très vite, hein, mais lorsqu'on est en situation d'expertise auprès des patients se plaignant d'un burn-out ou d'un épuisement, hein, c'est souvent l'épuisement qu'ils mettent en avant, c'est quand même très souvent les mêmes contextes, c'est-à-dire une atmosphère qui peut être délétère au travail, par exemple, avec des collègues problématiques, ça peut être la première chose, une incompréhension parfois dans la hiérarchie et dans le relationnel qu'on peut avoir avec sa hiérarchie. Ça, c'est souvent quelque chose qui apparaît également. Et puis, la troisième chose, qui est quand même souvent vraiment l'élément essentiel, c'est une désorganisation du travail. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les professionnels ne retrouvent plus leur mission initiale pour laquelle ils ont été embauchés, avec souvent une lettre de mission ou une fiche de poste, et que quelque part, il y a eu confusion, il y a eu glissement de tâches, et dans cette glissement de tâches apparaît une espèce d'insécurité à l'emploi, une insécurité au travail qui fait que l'individu va progressivement s'éteindre. Alors tout de suite, il faut le dire, la grande différence avec la dépression ou avec des grandes pathologies anxieuses, c'est que ce trouble initialement ne touche la personne que lorsqu'elle est dans son environnement professionnel. Ce qui veut dire que l'individu garde des réserves, elle est enjouée, elle est investie lorsqu'elle est dans le milieu privé. Et donc ça, c'est la première chose à rechercher, c'est de voir si l'individu, c'est au moment où il est au travail, au moment où il va au travail, que à nouveau le stress apparaît et l'épuisement, mais qu'en dehors de ce travail, lorsqu'il arrive à s'aménager du temps personnel, eh bien, il continue à avoir ses relations conjugales, ses relations avec sa famille, ses activités sportives, etc. Et ça, on peut dire que c'est tout au début du burn-out. C'est vraiment quelque chose qui est lié au milieu professionnel, en tout cas quand on est en milieu professionnel. Voilà, ça c'est peut-être ma première intervention. Et ensuite, on va voir très vite qu'en dehors de cet épuisement, va apparaître les troubles du sommeil, va apparaître des espèces de pensées obsessionnelles où, en fin de compte, tout va tourner autour du travail, de son rôle, de sa relation, de ses clashs, de son incapacité que la personne pourra à un moment présenter. Évidemment, quand vous commencez à avoir des pensées qui vous obsèdent, et même parfois des phobies à ne plus pouvoir être soit avec des collègues de travail, soit les avoir au téléphone, soit même autour de votre lieu de travail, eh bien très vite, on va dire qu'on va passer de ce burn-out qui est apparu à une pathologie mentale qui va être avérée et qui va venir compliquer ce burn-out et parasiter un petit peu la clinique classique, on va dire, un petit peu du burn-out. Voilà pour une première introduction, si ça vous convient. Et puis, je laisse un peu de place pour que chacun puisse peut-être s'exprimer. Ben, merci beaucoup, Yvan. Ouais, c'est très, très intéressant. Et en effet, on reviendra un petit peu plus en détail, notamment pour comprendre un petit peu quels sont les facteurs qui favorisent ces situations et comment justement les prévenir. Mais avant ça, je vais donner la parole à Maud pour qu'elle nous parle d'une autre conséquence du stress et des fois de l'environnement professionnel, des risques psychosociaux, qui est l'addiction. Et du coup, Maud, je te laisse la parole pour que tu nous expliques un petit peu comment ça se met en place, comment tu l'as défini. Alors oui, en effet, le burn-out entraîne ou peut entraîner, en tout cas dans la majorité des cas,
la consommation de substances telles que le tabac ou alors de l'alcool, même le cannabis aussi pour certains profils. Et comment ça se passe concrètement? C'est ce qu'on appelle le cycle de lassitude, autrement dit le cycle de l'addiction. Donc comment on glisse d'un problème de vie à un cercle vicieux pris dans une substance. Premièrement, donc on va présenter un problème de vie. Prenons du coup l'exemple du burn-out. On va être amené du coup à ressentir des émotions qui sont très difficiles à gérer. Comme l'a dit Yvan, une tristesse, un dépassement, on peut même ressentir de la déception, du stress, des choses qui peuvent être très lourdes à porter. Et psychiquement, on ne peut pas rester dans cet état. Donc le cerveau va essayer de réfléchir pour trouver des solutions pour pouvoir gérer cet état de détresse psychologique. Il y a des solutions plus ou moins saines que d'autres. Par exemple, aller parler à quelqu'un, parler à son entourage, faire du sport, pratiquer des activités plaisantes. Mais voilà, si on est pris dans un état psychologique rude et compliqué, on va trouver des excuses volontairement ou pas, ou consciemment ou pas, pour ne pas aller vers ce genre de technique. Et on va essayer de se tourner vers des choses plus accessibles et plus faciles. Autrement dit, on présente un début de burn-out, des émotions difficiles à gérer, on sort du travail et notre collègue va nous proposer par exemple une cigarette pour nous détendre. C'est une solution qui est donc facile, accessible, gratuite. Et on va se dire que ça reste une solution qui est prenable pour nous et on va tenter. Donc, on va se mettre à fumer une cigarette. Cette cigarette va par la suite entraîner un apaisement temporaire, de se dire, bon, ça me détend. Psychologiquement, on va se sentir détendu. Alors, certes, à court terme, c'est une solution, du coup, vu que certaines personnes le font. Et ça marche parce qu'ils vont se sentir détendus, bien, apaisés. Les problèmes vont être mis de côté. C'est aussi très prégnant dans le cas où on sort, par exemple, boire un verre avec des amis et qu'on boit. Du coup, on oublie un peu tous nos problèmes. Donc, ça va être un apaisement. Cet apaisement va entraîner par la suite ce qu'on appelle un renforcement secondaire, à savoir que la personne qui va du coup se mettre à fumer une première fois va se dire inconsciemment, ça marche. Je l'ai fait, ça marche. Aller boire un verre avec mes collègues, ça m'a permis de penser à autre chose. Fumer une cigarette à la sortie du travail, ça m'a permis de penser à autre chose. Donc, ça marche. Donc, à l'avenir, dès qu'ils vont être confrontés à ce type de problématique, et vu que si jamais la personne entre dans un schéma de burn-out, elle risque d'être amenée à ressentir des émotions très désagréables sur la continuité, elle va toujours se tourner vers cette option. Et progressivement, une cigarette va se transformer en un paquet acheté, 2 paquets achetés, une cigarette, 5 cigarettes, 15 cigarettes, et progressivement, on va devenir très dépendant à la substance. Sachant que dans l'addiction, il y a 3 types de dépendance. La dépendance physique, ça va savoir les symptômes de manque qu'on peut ressentir si on n'a pas la substance. La dépendance psychologique avec les habitudes. Et la dépendance environnementale avec le contexte qui est lié, par exemple le travail. Et la cigarette remplit les 3. Donc c'est pour ça qu'on va d'autant plus être amené à consommer en ayant rencontré un problème, que ce soit la cigarette qui remplit les 3 ou alors l'alcool qui remplit aussi les 3 types de dépendance. Donc voilà, c'est le lien du coup qu'on peut faire entre ressentir des émotions désagréables au travail qui peuvent potentiellement entraîner de l'addiction par la suite. Très bien, merci Maud. Et je pense que bon, c'est des exemples qui parleront à beaucoup, ce verre entre collègues après le travail. Merci pour cette intervention. Et pour finir le tour de table, je vais donner la parole à Lobna, du coup, qui nous parlera de choses un peu plus concrètes sur la manière dont ça s'applique en entreprise et notamment chez Ogilvy. Quelles ont été les mesures qui ont été prises face à la souffrance au travail et au burn-out? Déjà, merci de me donner la parole parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui. On parle beaucoup de souffrance au travail. Pour en revenir à un sujet un peu plus macro, quand on regarde un peu les infos, la souffrance, ça vient aussi un peu de là, la guerre, l'inflation, le climat, les signaux qui seraient amenés à nous donner un peu de joie en ce moment sont un peu limités. Et c'est vrai que ça rejaillit bien évidemment aussi dans l'entreprise. Dans l'entreprise, on a un vrai sujet, c'est qu'on est face à des injonctions paradoxales. On a d'un côté des contraintes business, des enjeux business forts, avec des contraintes budgétaires qui peuvent être fortes, que l'on soit en croissance ou en décroissance, bizarrement. Et en même temps, on a ces enjeux sociétaux, humains, psychologiques, et on est responsable de la santé, de la sécurité de nos salariés. Et avec tout ça, nous, RH, nous, managers, on doit se dépatouiller pour faire en sorte que ça fonctionne. Autant vous dire qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas bien. Et quand je dis que ça ne fonctionne pas bien que chez nous.
Nous, on a fait une enquête globale monde, puisqu'on fait partie d'un groupe, et le sujet de la santé mentale est apparu comme l'un des premiers enjeux. Et quand je discute avec mes copains qui sont RH en start-up ou qui sont RH dans des grands groupes, la problématique de santé mentale au sens très large est un vrai enjeu. On se rend compte alors qu'aujourd'hui, on est très créatif sur ce qu'on met en place. Mais là où je suis un peu, je vais être un peu cynique, c'est que ce qu'on met en place, ça arrive souvent un peu tard en fait. On sait qu'en amont, et Dr Gazval l'évoquait, la désorganisation qu'il y a dans nos boîtes est la cause de ces problèmes-là. Donc on sait qu'on est désorganisé. On sait que par moment, on est en sous-effectif, soit parce qu'on a des contraintes budgétaires, soit parce qu'on doit recruter et on ne trouve pas les bonnes personnes à recruter. Donc, la charge de travail retombe sur ceux qui sont là. Donc, ceux qui sont là tiennent. Et ils tiennent jusqu'au jour où ils ne tiennent plus, en fait. Donc, il y a la désorganisation, il y a le sous-effectif. On a parfois des managers qui managent bien, d'autres qui managent moins bien. On a des cultures qui parfois sont très top-down, donc en gros avec des gens en haut qui décident pour les gens en bas qui appliquent. Moi, je suis dans une structure où on est plutôt, on travaille plutôt de façon collaborative, donc mais on a quand même ces problèmes-là où on a des gens qui sont globalement surinvestis. Ils veulent bien faire, ils veulent faire bien, ils veulent faire vite, ils veulent faire beaucoup, ils veulent pallier au manque. Et au bout d'un moment, ce sont eux qui craquent en fait. Donc, on se rend compte que quand on met en place un plan d'action spécial burn-out, je trouve ça toujours un peu dommage parce que quand nos salariés sont en burn-out, c'est qu'on a loupé les étapes d'avant. Donc, les étapes d'avant, c'est former nos managers au management, c'est mettre en place une culture qui soit collaborative et qui soit bienveillante, c'est mettre en place une organisation du travail où chacun connaît son rôle, sait quels sont ses objectifs, sait comment il doit le faire, où les gens sont formés pour faire leur travail. Donc, en gros, on a toute la partie prévention sur laquelle il faut qu'on continue de travailler. Alors, peut-être qu'on n'a pas été assez bon, peut-être que la pandémie a aussi joué, peut-être que les attentes des collaborateurs ont aussi beaucoup évolué, où avant, il y avait une vie dans l'entreprise, aujourd'hui, il y a une vie autour de l'entreprise, mais on fait beaucoup de choses pour remettre de la convivialité, animée, etc. Donc, toute cette partie-là, elle est essentielle pour limiter en gros les situations de burn-out. Malgré tout, elles sont là chez nous, chez Ogilvy, comme dans toutes les boîtes avec lesquelles je discute. Je ne connais pas une seule boîte, on me dit non, nous, la charge de travail, elle est cool, santé mentale, ce n'est pas un sujet. C'est un sujet partout, qu'on soit très honnête. Ensuite, je crois qu'il y a un sujet dont on parle peu, c'est que oui, nous, managers, DRH, patrons d'entreprise, on est responsable de la santé et de la sécurité de nos salariés. On a aussi besoin qu'ils nous nourrissent, on a besoin qu'ils nous alertent. Souvent, ils viennent nous voir quand ils ont craqué, en fait, quand c'est trop tard. Et on n'a pas pu voir les signaux ou les managers ne les ont pas vus parce qu'ils ne sont pas formés à ça, nos managers. On a beau sensibiliser, former, ils ne voient pas ces signaux. Donc, on attend aussi de nos équipes qui viennent nous voir, qu'ils en parlent à leurs managers, qu'ils en parlent à leurs collègues pour que nous, on puisse prendre le truc à bras-le-corps et mettre en place des actions. Donc, soit j'ai encore 2 minutes pour parler des actions qu'on a mis en place, soit j'y reviens après. Donc, Victor, c'est toi qui guide. On est un petit peu en avance, donc oui, si tu veux partager avec nous les actions, ça pourrait même nous donner de la matière pour rebondir, mais je vois qu'Yvan veut intervenir. Oui, je trouve que ça serait intéressant, les actions, justement, la prévention ou en tout cas la conduite à tenir, qu'on puisse la faire peut-être dans la deuxième partie, qu'on termine sur la première partie qui est celui du diagnostic et pourquoi pas de trouver la cause. Peut-être une réaction simplement, je disais tout à l'heure, attention, on retrouve souvent l'origine du burn-out au sein du travail, mais on a aussi parfois des personnes qui peuvent avoir sa propre vulnérabilité, sa propre désorganisation, et qui fait qu'à un moment donné, celle-ci confrontée au monde du travail va entraîner une incompréhension des deux. Ça, c'est quand même très important. Je réagis aussi pour ne pas qu'on oublie, parce que c'est important. On disait tout à l'heure, l'entreprise, c'est souvent des personnes très engagées et qui sont surinvesties, qui sont les premiers parfois à glisser. C'est très vrai aussi, parce que le principe d'être très engagé, c'est aussi d'oublier de se fixer des limites. Et ça, on le verra peut-être dans la deuxième partie, qui peut être celui être capable de pouvoir se fixer ses limites et surtout de réduire son obligation de performance. C'est-à-dire vraiment baisser son seuil
de tolérance à sa propre performance. Ça, c'est quand même très important. Alors enfin, dernière chose, et ça c'est important à noter, attention à la contagion. On l'a dit tout à l'heure, dans les années 70, on s'est aperçu dans le monde sanitaire d'abord, puis ensuite à l'éducation nationale, hein, tout de suite après, le deuxième ministère qui apparaissait le plus dans le burn-out, c'était l'éducation nationale. On s'est aperçu qu'en fin de compte, souvent, c'était en période de pandémie. On a été dans une période de pandémie. Et la particularité de nos périodes de pandémie, c'est qu'elle est venue, comme un raz-de-marée, désorganiser nos services. Et que c'est dans cette désorganisation, il a fallu retrouver un petit peu l'essence même un peu de nos missions, où certains se sont perdus et n'ont pas pu non plus raccrocher les wagons. Alors je ne dis pas qu'il faut une pandémie pour avoir du burn-out. Le burn-out, il existe de tout temps et comme vous le dites, il a été quand même en recrudescence. Mais attention à des phénomènes extérieurs non contrôlés, comme des guerres, comme un pessimisme marqué dans la société, qui fait qu'on n'arrive plus à se ressourcer même à l'extérieur. Même à l'extérieur. La contagion, c'est important. Lorsqu'on a un professionnel qui, dans une entreprise, commence à être en burn-out, un des premiers signes qui apparaît en dehors de l'épuisement, c'est l'excès de critique envers l'entreprise. C'est-à-dire qu'il devient d'un pessimisme marqué, où en fin de compte, il va nourrir sa propre fatigue et sa propre impossibilité à remplir ses missions en pointant un petit peu les désagréments de l'entreprise. Ce qui veut dire qu'il va être dans un excès de pessimisme à trouver tout noir et tout négatif dans l'organisation d'une entreprise. Et ça a souvent un effet aussi sur d'autres professionnels qui peuvent être un peu limite, fatigués, etc., et qui vont finir par adhérer un petit peu à « ah oui, ça c'est noir », et ne pas voir forcément ce qui peut être un peu plus blanc, un peu plus éclairant, et qui va vraiment se centrer. Et lorsque vous ne voyez que des choses noires, vous finissez par glisser vers l'épuisement, puis la dépression, puis autre chose par la suite. Donc c'est important de se souvenir qu'il y a un espèce d'effet contagion collectif où on finit tous par faire le même diagnostic, on va dire, dans son entreprise en disant c'est un tel qui est problématique, ou c'est cette organisation qui ne va pas, ou c'est ces objectifs qui sont inatteignables. Et donc là, il va y avoir un effet collectif. Et il faut faire très attention à cet effet-là, il faut savoir le repérer. Voilà. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez de cet effet contagion ainsi que de l'environnement actuel qui joue aussi sur l'état de santé mentale des personnes au quotidien. Merci pour cette conclusion sur cette première partie qui était effectivement le diagnostic. Donc on va partir dans la deuxième partie plus d'échanges et aussi de questions-réponses avec le public. Donc pour ceux qui nous écoutent, je vous invite donc à poser vos questions à nos intervenants. On a la chance d'être en compagnie d'une psychologue, d'un psychiatre et d'une DRH. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, il n'y a pas de questions bêtes, allez-y, vous pouvez commencer. Et maintenant, je vais donner la parole à Alexia qui avait déjà des premières questions pour nos invités. Et je te laisse prendre la suite, Alexia. Alors oui, donc moi j'ai une première question dans le chat, donc par Claire. Donc la question est quelles sont les actions que les entreprises doivent prendre en amont pour lutter contre ces problèmes, santé mentale par exemple. Lobna, peut-être, quelles sont peut-être les actions que les entreprises pourraient potentiellement prendre? Est-ce que lorsqu'une personne présente une détérioration de sa santé mentale, qu'elle ne se sent plus en mesure de travailler, comment l'entreprise prend-elle actuellement en charge ces personnes? Comment est-elle accompagnée à ce jour? En fait, je pense que c'est la vraie question pour le coup. J'ai déjà un petit peu parlé du en amont, former nos managers, mettre en place une culture bienveillante et collaborative, essayer de faire en sorte que chacun sache quel est son rôle, quelle est sa mission, quels sont ses objectifs, clarifier un petit peu tout ça parce que le flou est jamais bon pour personne en fait. Donc toute cette première partie fait qu'on va limiter, je ne dis pas que va anéantir à faire réduire à zéro, mais va clairement limiter les risques. En revanche, ce qu'on est en train de mettre en place là, puisque je vous dis qu'on a fait une enquête qui a mis en avant effectivement des vraies questions sur la santé mentale. Donc notre plan d'action, il est plutôt simple, mais je pense qu'il répond bien à la question. Malheureusement, il ne répond pas forcément à la question de ceux qui sont déjà en burn-out. Il répond plutôt à des enjeux de pré-burn-out ou plutôt de prévention. Déjà, la première chose, c'est de libérer la parole et de rassurer nos équipes sur le fait que
c'est pas honteux, c'est pas grave que ça arrive, que globalement, on sait que ceux qui sont en burn-out ou en pré-burn-out ou en épuisement sont ceux qui sont investis. Les autres ne se sentent pas concernés. Donc, on voulait vraiment rassurer sur le fait que ça ne va pas nuire à leur carrière, ça ne va pas nuire à leur évolution. Ce point-là, il était important. Donc, ce message, on l'a évidemment fait passer à nos managers qui sont plutôt très alignés. Et on organise avant la fin de l'année, je crois que c'est le 21, un déjeuner en mode lunch and learn où on va aborder ces sujets-là en mode sans langue de bois. On se pose, on parle chacun de nos problématiques, voir un petit peu comment chacun peut résoudre ça. Le premier truc, c'est vraiment de rassurer sur le fait qu'il faut en parler et qu'on va l'accueillir en fait. Et il n'y aura pas de répercussions sur votre carrière ou sur les décisions qu'on va prendre après vous concernant. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est qu'on se rend compte en fin d'année, là on arrive au mois de décembre, on se rend compte qu'il y a beaucoup de salariés qui n'ont pas pris leur RTT, que beaucoup de salariés n'ont pas pris leur congé payé au mois de mai. Et ça, c'est un vrai problème. On ne se rend pas compte, mais ces temps de repos sont essentiels. Mais au-delà de ces temps de repos, il faut que les gens déconnectent. On a des gens qui, à l'approche des deadlines, posent leur congé, mais continuent de bosser. Ce n'est pas efficace. Ces congés, ces RTT, ils sont importants pour marquer des temps de pause, des respirations il faut vraiment que les managers s'assurent que leurs équipes se déconnectent. Ça a l'air de rien, mais c'est hyper important. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième, c'est qu'on demande à nos managers, quand ils sentent des fragilités, de refaire le point avec leurs équipes et de reprioriser. On fait tous des choses parce qu'on aime bien, parce qu'on veut rendre service, parce que ça c'est sympa ou parce que… Mais en fait, parfois on fait des choses juste parce qu'on les fait depuis 1 an, 2 ans, 10 ans. On ne sait même plus pourquoi on les fait, mais on les fait. Donc un sujet priorisation est aussi une des actions qu'on peut facilement mettre en œuvre. On réfléchit à la mise en place d'un référent bien-être. On aime beaucoup l'idée, mais on sait combien c'est compliqué de se livrer à un collègue ou une collègue, mais aussi ce collègue va être formé évidemment, mais on ne sait pas si ça va fonctionner. On est en train de se poser la question de se dire on fait pas. En revanche, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire appel à un coach à résidence. Donc, c'est une psychologue coach qui va venir. Alors, on part sur une journée tous les 15 jours avec des créneaux de 45 minutes où chacun pourra de façon anonyme aller la rencontrer, cracher sa valda, poser ses problématiques. Et cette coach avec qui j'ai travaillé dans le passé connaît bien les problématiques en entreprise, et aussi psychothérapeute en parallèle. Et du coup, elle va vraiment pouvoir les aider en individuel, en répondant à leurs problématiques. Tous n'ont pas la même vie, n'ont pas les mêmes niveaux de responsabilité, n'ont pas les mêmes problèmes. Donc, du coup, apporter une réponse individualisée. Les 2 dernières actions, je me les suis notées parce que je voulais pas les oublier. On a signé un partenariat avec une plateforme bien-être. Il y en a de plus en plus, avec des quiz évidemment, des petites vidéos capsules qui permettent de connaître son niveau de stress, de comprendre un petit peu comment mieux organiser son temps, etc. Avec, là encore, la possibilité d'être mis en lien avec un psychologue, là encore de façon anonyme. Et pour finir, évidemment, le lien avec la médecine du travail, qui est l'un de nos partenaires privilégiés. Donc, voilà un petit peu les actions plutôt très concrètes et opérationnelles qu'on a mis en place. Ça vaut pour les gens qui commencent à se sentir fatigués, qui commencent à se poser des questions. Quand les gens sont en burn-out, pour être très honnête, à part leur demander d'être arrêtés, d'aller voir leur médecin, de s'arrêter pour faire une vraie pause, je pense qu'en entreprise, ça nous dépasse un peu. On a loupé toutes les étapes d'avant. Et du coup, la réponse, elle est médicale en fait. Elle est plus entreprise. On a beau adapter le poste, alléger, etc. Une personne qui est en burn-out a plus l'énergie ni la capacité à prendre le lead sur son job. Donc là, effectivement, on s'en réfère aux professionnels qui vont prendre le relais. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager sur notre plan d'action hyper pratico-pratique. Il y a une question dans le chat de la part de Julia. Est-ce que des ateliers proposés en individuel ou en collectif autour du bien-être pourraient être intéressants, du mieux-être, bien-être pourrait être intéressant? Alors, peut-être à Victor. Oui. Pardon, oui. Oui, Victor. Oui, simplement, avant de peut-être passer sur les ateliers, rajouter un mot, c'est important dans les entreprises. D'abord, le burn-out, il touche tous les professionnels, quel que soit son métier. Que
que ce soit dirigeants ou pas, tous peuvent être touchés par ce burn-out. Il y a quelque chose qui ressort très souvent quand même des entretiens que nous avons, nous, avec des personnes atteintes de ce burn-out, et qui revient, c'est la reconnaissance. C'est-à-dire qu'en fait, avant même d'extérioriser la parole auprès d'un tiers, ce qui est très important, en fait, l'agent a besoin d'une certaine reconnaissance, et le fait qu'on le reconnaisse dans sa mission, même si à un moment donné, il est en dérive, ou il est épuisé, ou il est plus motivé, il est démotivé. Donc cette notion de reconnaissance, c'est quelque chose qui est important à prendre en considération, c'est-à-dire qu'on le sait bien en France, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays d'ailleurs, mais notre culture en France, elle n'est pas la culture de souvent renforcer les professionnels. Il est rare qu'on aille voir un professionnel pour lui dire c'était super ce que tu as fait, vraiment on est derrière toi, on te reconnaît dans cette mission. On est plutôt surtout aller voir les professionnels quand ça ne va pas forcément bien et pour leur dire écoute, on pourrait faire quand même autrement la prochaine fois, etc. Donc la notion de reconnaissance, c'est quand même quelque chose qui permet souvent au sein même de l'entreprise de pouvoir faire en sorte que l'individu ait une identité au sein même du travailleur. Ça, c'est un point très important, cette notion de reconnaissance. La deuxième chose qui est importante, dans la première question qui a été posée, c'est de pouvoir retrouver et on va dire aller chercher ceux qui commencent à glisser. C'est-à-dire que les managers et ceux qui sont en responsabilité doivent, à un moment donné, toujours se méfier lorsque un professionnel accumule les rendez-vous, a un agenda qui commence à être plein et ne sait pas dire non, ou commence à, on va dire, avoir un glissement de tâches, à accepter tout un tas de missions qui ne sont pas forcément ses premières missions initiales. Et donc, il est important pour les managers de pouvoir faire attention. Certains sont en train de glisser, d'autres sont en train de se fragiliser. La motivation, je la sens quand même beaucoup moins chez un tel, et pourtant son agenda est plein. Et il n'y a pas un moment de répit dans son agenda. Il peut cumuler 2-3 réunions extrêmement importantes dans la même journée. Non, ça on peut le faire quand on est en forme, etc. Si on le fait toutes les semaines, il va y avoir un épuisement au travail, ça c'est certain. Mettez 2 à 3 réunions extrêmement importantes dans une journée, et là vous êtes certain qu'à un moment donné, la batterie, elle se décharge et elle n'arrive pas à se recharger. Donc c'est important au sein même de l'entreprise, dans ce qui peut être fait avant même la médecine de prévention, bien sûr, ou autre, ou le psychologue au travail, c'est aussi pour les managers de savoir gérer leurs équipes et dire à un moment donné, stop, toi tu t'arrêtes, va manger à l'extérieur, va discuter avec d'autres professionnels qui ne vont pas te parler du travail, parce que tu as besoin de faire des coupures et qu'à chaque fois que je te vois, tu manges ton sandwich dans ton bureau, tu sors pas, tu prends qu'une demi-heure pour manger, et ça, c'est pas normal. Voilà, ça c'est une petite remarque très rapide. Alors sur les ateliers, peut-être un mot aussi. Ce qui se fait quand même maintenant pas mal dans le service public en particulier, c'est tout ce qui a été mis autour du sport. C'est-à-dire d'avoir des salles de sport et un accompagnement un peu collectif qui fait que pour certains, bien le midi, ils vont manger, soit très rapidement, mais ils vont aller faire du sport et surtout se déconnecter complètement. La coupure, la rupture avec le travail qui permet que le cerveau il va penser à autre chose que les soucis ou le fait d'avoir un problème qu'on n'arrive pas à résoudre ou de se poser la question si on est à la hauteur de son travail parce qu'on finit par douter. Donc ça, c'est vrai que dans les ateliers, on parlait de relaxation, de yoga, de tai chi chuan, de salle de sport. C'est génial dans les hôpitaux, on peut avoir ça. Et c'est super parce qu'on retrouve nos collègues, mais dans un autre contexte qui n'a rien à voir. On va courir, on va faire des activités sportives et on va discuter de tout sauf du travail. Voilà. Voilà pour l'intervention. Alors maintenant, on peut peut-être parler des solutions, on va dire, existantes pour améliorer le bien-être des salariés. Victor, si tu veux commencer ou moi, je commence comme tu veux. Comme tu le souhaites. Je te laisse la parole. Alors oui, donc il existe donc des solutions d'accompagnement pour améliorer le bien-être des salariés et notamment le numérique. Donc le numérique, c'est une chance pour notre santé mentale. Il faut savoir que le numérique donc s'est beaucoup développé ces dernières années avec l'émergence des téléconsultations et autres outils comme les objets connectés pour améliorer la prise en charge des patients. Et il y a eu depuis la crise sanitaire une démocratisation des consultations à distance. Donc pour les salariés et cadres en entreprise, donc Clava, toute l'équipe Clava est en train de mettre à disposition pour printemps 2023 un dispositif d'aide à l'arrêt du tabac qui s'appelle Quitoxyl Pro. Donc
les personnes, donc les salariés, cadres, managers, donc qui souhaitent diminuer, voire arrêter leur consommation. Et actuellement, nous avons une première version qui est totalement gratuite, qui est disponible sur les stores, à la fois sur l'Apple Store et également sur Android. Donc, toute personne peut la télécharger, mais l'idée, en fait, serait de proposer aux entreprises des exercices personnalisés qui visent à modifier le comportement du fumeur lorsque l'envie de fumer se fait sentir. On a un petit coup de stress, un coup de déprime, on a envie de consommer, ou lorsque l'utilisateur se retrouve dans des situations à risque. Quand je dis situation à risque, ça peut être en soirée, ça peut être lorsqu'on a un coup de stress au travail. Et on proposera également des astuces et conseils pour améliorer le bien-être des salariés en entreprise, donc des exercices de relaxation, de la méditation, pour justement diminuer le stress en entreprise. Voilà. Donc, pour dire que le numérique peut aider à améliorer la santé mentale des entreprises, peut améliorer la prise en charge, combler les lacunes existantes qui existent actuellement. Alors voilà. peut-être dire simplement que en fait le numérique c'est comme un coach qu'on a sur soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné ce coach il va nous dire stop et va nous permettre de pouvoir avoir des pensées ou en tout cas des investissements ailleurs que dans le monde du travail, même si on est sur le lieu du travail au moment de sa pause ou au moment de partir ou d'arriver au travail. Donc l'idée a été pensée en particulier sur les applications numériques actuelles qu'on est en train de développer et qu'on développe aussi à l'hôpital. C'est le cas en tout cas de Clava et de QuickTalkSeal. L'idée a été de penser, de se dire, voilà, on va avoir sur soi une espèce de guide qui se déclenche et qui permet à un moment donné de pouvoir nous accompagner lorsqu'on commence à être stressé, qu'on veut fumer une cigarette, prendre un verre d'alcool, etc. Et ça va quelque part détourner notre attention et on va dire nous apporter le côté blanc, le côté lumineux plutôt que le côté sombre. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Alors, je rajouterai quelque chose qui est aussi à ne pas négliger. Dans ce burn-out, lorsqu'il s'installe et qui parfois se complique de dépression, d'anxiété, alors là, du coup, c'est la sphère privée qui est atteinte, c'est-à-dire qu'on n'arrive même plus à investir nos relations sociales, personnelles ou nos relations familiales. On est au même titre qu'au travail, épuisé et dans la sphère professionnelle et dans la sphère privée. Il y a quelque chose qui est important et qu'il faut rappeler. Ce sont par exemple, les horaires de travail. Quand on est un manager, on n'a pas d'horaire de travail. C'est nous qui nous fixons à quelle heure on va venir le matin et à quelle heure on va partir. Et quand on commence à dériver et de ne pas être capable de se fixer en disant en ce moment je suis fatigué, je sens que je suis en train de vraiment de saturer, alors on doit imposer des horaires de travail. À 18h, c'est fini. Pas une minute de plus, pas une minute de moins, etc. Se fixer des limites, c'est quelque chose qui est très important pour venir au travail et pour arrêter son travail. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est importante, c'est ses mails, par exemple. On s'est aperçu que lorsqu'on consultait ses mails dès le début du travail, dès le matin, dès la prise de son poste, on avait une chance plus importante, une probabilité beaucoup plus importante d'aggraver un burn-out ou d'accentuer des signes de dépression ou d'anxiété. C'est-à-dire qu'on sait que les mails, au départ, nécessitent une grande concentration et va faire en sorte que le professionnel va encore plus s'épuiser à essayer de décrypter ces mails, les problèmes, comment les résoudre, comment je vais m'organiser dans la journée par rapport aux mails. Ce qui est conseillé vraiment, c'est d'abord les relations humaines au départ. C'est-à-dire, on arrive au travail, c'est d'abord la relation humaine, l'autre, prendre soin de l'autre, prendre soin de soi-même et d'échanger pas forcément tout de suite sur les missions du travail. Et ça, c'est quand même très important. Donc, surtout, ne pas se précipiter sur son ordinateur, mais aller à la rencontre de l'autre, partager un café, un jus d'orange. Et ça vous donne vraiment une autre sensation quand vous allez commencer votre journée. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut être en tout cas préconisé. La troisième chose dont les gens ne se méfient pas, souvent, et que l'on voit, c'est les réseaux sociaux professionnels. Parce que les réseaux sociaux professionnels, c'est un peu une continuité de votre travail. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini votre travail, vous rentrez chez vous. Chez vous, c'est chez vous. C'est la sphère privée, c'est la déconnexion, et c'est là où on recharge les batteries. Or, beaucoup de professionnels maintenant passent sur les réseaux sociaux professionnels le soir
et puis continue à travailler quelque part. C'est une forme de travail parce qu'on échange sur le stress qu'on a eu, une mission qu'on n'arrive pas à remplir, un objectif compliqué, une situation qu'on n'arrive pas à décrypter, ou sur un thème qui est déjà le thème qu'on travaille. Et donc on ne s'aperçoit pas parfois que sur les réseaux professionnels, eh bien, les réseaux professionnels, c'est pour découvrir autre chose parfois, mais pas forcément son travail qu'on a déjà au quotidien. Et ça, c'est aussi un conseil qu'on donne souvent, c'est attention à vraiment se déconnecter et pas avoir des faux amis qui vous renverront systématiquement, on va dire, un petit peu au monde du travail. Voilà pour une petite intervention comme ça aussi, pareil, sur un peu les conseils donnés. Merci beaucoup, Yvan. Merci. J'en profite pour poser la question de Julia qui demandait est-ce que des ateliers proposés en individuel ou en collectif autour du mieux-être pourraient être intéressants? Donc en entreprise, j'imagine. Je vais peut-être prendre cette question. Après, toutes les initiatives sont bonnes. Après, derrière atelier bien-être ou mieux-être, qu'est-ce qu'on y met? On peut y mettre plein de choses. Ça peut être du yoga, ça peut être des groupes de parole, ça peut être plein de choses. Donc oui, toutes les initiatives sont bonnes. Je mets juste, et je rebondis sur ce que disait le docteur Gazman, c'est important, c'est que on met en place plein de choses en entreprise, mais on parle souvent du baby-foot où ça fait rire tout le monde, mais le baby-foot à la base, c'était juste pour que les gens aillent se déconnecter 5 minutes et s'amuser. Mais s'ils n'ont pas le temps d'aller dessus, bah, votre baby-foot, il ne sert à rien. Si quand ils vont dessus et que 5 minutes après, vous leur dites « Ah, mais ton dossier, t'en es où ?» Et tu dis « Ah, j'ai pas eu le temps. » Ah, t'as pas eu le temps de faire le dossier. Par contre, baby-foot, voilà. Donc, en fait, j'en reviens à ces injonctions paradoxales. Moi, je vois, par exemple, chez Ogilvy Paris, on met en place énormément de choses pour nos salariés, que ce soit sur le bien-être, mais aussi sur plein d'autres sujets. Les gens, nos équipes sont débordés de travail et même s'ils savent que prendre une pause, aller boire un coup, aller à la piscine entre midi et 2, on a un super billard, on a un baby-foot, ils savent que tout ça leur fait du bien. Mais entre la petite demi-heure où ils vont participer à un atelier ou aller s'arrêter jouer au baby-foot ou boire un coup avec les collègues et la demi-heure où ils vont avancer sur un truc stratégique qui va leur libérer le cerveau, ils se disent non mais il faut que j'avance en fait. Et en fait, on est dans cette schizophrénie perpétuelle. Donc, oui, un atelier bien-être, c'est bien, il faut le faire. Après, à nous aussi de créer les conditions pour que nos équipes puissent profiter de ces ateliers et de toutes ces initiatives que l'on met en place, que ce soit le baby-foot, même si ça fait toujours sourire. Je vous vois sourire si les autres intervenants. Mais oui, à la base, le baby-foot, c'était ça. Mais voilà, il faut qu'on arrive à se créer ces coupures. J'en reviens aux congés payés que les gens ne prennent pas. Ce n'est pas normal. On veut aussi responsabiliser nos managers en leur demandant de surveiller les horaires de leurs équipes, mais souvent eux-mêmes ne s'autogèrent pas. Bien sûr, Ils sont pourtant cadres au forfait et ils ont totale autonomie sur leur temps de travail. Voilà, et je ne parle même pas des parents qui attaquent à 9 h leur deuxième journée, qui bossent toute la journée, à 18 h courent récupérer les enfants, que ce soit papa ou maman, récupèrent les enfants, s'en occupent jusqu'à 20h30, 21 h, et quand les enfants sont couchés, bah, se remettent à bosser. Comment on veut qu'au bout de 1, 2, 3, 6 mois, les gens ne craquent pas? Humainement, on ne peut pas tenir comme ça. Donc, on est dans une espèce de cercle vicieux où l'entreprise met en place des mécanismes de protection, mais qui ne sont pas suffisants. Et les salariés eux-mêmes doivent redoubler de ces mécanismes. Vous le disiez tout à l'heure, docteur, mettre des limites. Il faut qu'on leur apprenne à mettre des limites, mais aussi qu'on les aide à les mettre. Et c'est là où aujourd'hui, on n'est pas bon. Alors, je vais juste laisser. Alors, ok. Donc, docteur Gaspin, vous pouvez prendre la parole. Après, je laisserai la parole à Maude. D'accord. Maude, désolé. Hein, mais simplement, quelques exemples d'ateliers que j'ai vus qui étaient franchement des bonnes initiatives. D'abord, c'était des ateliers autour de la cuisine. C'est-à-dire, au moment du repas, il y a un truc qui est organisé pour de nouvelles recettes, quelqu'un qui vient présenter un petit peu une façon de cuisiner, etc. Donc, c'était un atelier qui était plutôt sympathique. J'ai vu des ateliers, après, différents autour de l'anglais, par exemple. Et certains avaient décidé, une fois par semaine, d'avoir quelqu'un qui vient leur parler des États-Unis, de l'Angleterre, avec l'anglais, leur donner quelques recettes un petit peu sur l'anglais. Il y a autre chose que j'ai vu qui marche aussi très bien, il ne faut pas oublier, quand on dit le sport, par exemple, en entreprise. Ah, le sport en entreprise, c'est génial, etc. C'est génial. C'est d'autant plus génial, si vraiment vous voulez oxygéner votre cerveau, c'est le sport à l'extérieur. C'est-à-dire que le sport à l'intérieur, c'est bien,
Mais le sport extérieur, vous avez une stimulation magnifique des paysages, même de l'environnement, même s'il pleut, etc., qui vous fait complètement couper de votre monde professionnel, beaucoup plus que dans une salle, une salle de sport. Et j'ai vu des initiatives dans des entreprises qui étaient d'aller faire un jogging le midi. Donc c'était une demi-heure de jogging, ensuite les personnes se changeaient, etc. Bon, il y avait des douches à disposition et autres. C'est une façon vraiment de relâcher prise un peu sur le monde du travail. Ensuite, il y a, dans les années 60, enfin ça existe depuis les années 60, nous à l'hôpital par exemple, ça a toujours existé et c'est encore en vigueur aujourd'hui, quand on va manger à l'internat des hôpitaux, on a interdiction de parler de travail. Si vous parlez de travail, on a une taxe, ce qu'on appelle un gage, et là, on va le payer très cher. Hein. Et en général, on est vraiment ridiculisé vis-à-vis des autres. Donc, en fait, il y a depuis toujours, depuis les années 70 en particulier, le burn-out, interdiction de prononcer un seul mot sur le travail pendant le repas du midi. Le repas du midi, c'est une décontraction, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est certainement pas le travail. Or, c'est une façon de se fixer des limites, et pour celui qui est déjà dépassé, et dont on sait qu'on va le perdre, à un moment donné, malgré le fait qu'il a eu un rendement extraordinaire, qu'il a fait vraiment des réunions sur réunions, qui a aidé la société, à un moment donné, on va le perdre parce qu'il va s'épuiser, il va s'éteindre. Et c'est vrai que fixer des limites, c'est important. Son téléphone professionnel, c'est la même chose. Le téléphone professionnel, le midi, stop, il est coupé. On ne le prend pas. Le soir, téléphone professionnel, on le coupe. On ne commence pas à raconter sa vie, à vouloir échanger avec quelqu'un sur un problème qu'on n'arrive pas à résoudre, etc., etc. Non, si c'est pour échanger sur un autre sujet qui n'a rien à voir avec le travail, oui. Si c'est pour changer, pour trouver une solution à un problème qu'on a dans la journée, alors laissez ça au jour d'après. Voilà, pour une petite intervention. Merci, docteur Gassman. Je vais laisser la parole à Maude, étant donné que le milieu de travail n'est pas épargné par la consommation de substances, donc tabac, alcool, cannabis, qui est en forte hausse depuis la crise sanitaire. Maude, qu'est-ce qui pourrait être mis en place dans les entreprises pour pallier à ce problème d'addiction qui existe malheureusement dans les entreprises? Je pense que déjà, en amont de ça, je voulais aussi réagir pour répondre à cette question aussi sur, par exemple, les exemples de personnes qui ne prennent pas leur congé payé ou alors qui refusent des pauses, qui sont assez stressées. Je pense que le burn-out est aussi profondément lié à l'anxiété de performance. C'est-à-dire, au-delà de vouloir faire son travail, c'est vouloir bien le faire, à tel point que ça crée une anxiété, donc qui est quand même une émotion qui est très lourde à gérer, qui est au-delà du stress. Du fait de vouloir toujours mieux faire, ce qui fait que les salariés ont une pression qui est déjà imposée par le cadre du travail, mais qui est aussi une pression interne avec le fait qu'il faut qu'ils arrivent à se dépasser pour pouvoir satisfaire à X ou Y. Et dans l'anxiété de performance, c'est surtout pour vouloir se satisfaire, chose qu'ils auront toujours du mal à faire parce que derrière une étape, il y en aura encore une autre, et la personne ne sera jamais satisfaite. Je pense que en ce qui concerne l'addiction et les consommations qu'on peut avoir en parallèle ou pas au travail, il faudrait déjà essayer de mieux gérer les états désagréables que les employés peuvent vivre. À partir du moment où ils sont entrés dans un début d'addiction, ça risque d'être très compliqué dans le milieu de l'entreprise, tout du moins de régulariser ça. Parce qu'une fois que l'addiction est mise en place, alors après, il y a des substances qui sont plus ou moins, ou un pouvoir plus ou moins addictogène. Tout dépend de ce que ça touche. Dans le cas du cannabis, il n'y a pas de dépendance physique. Quand on arrête la consommation de cannabis, on n'a pas de symptômes de sevrage. Donc ça peut être très encouragé et très soutenu par le cas du travail, par le fait qu'au travail, on ne consomme pas ce type de substance. Au travail, on a une ambiance chaleureuse qui permet en fait de puiser une solution ailleurs que dans la substance. Arriver à un stade comme ça, c'est pas peut-être très compliqué de gérer ça au travail, une fois que certaines choses sont mises en place par l'entourage, du coup, qui sera moteur de ce que l'individu a du mal à faire seul. En revanche, je pense que si l'addiction est déjà dans un stade trop avancé, il faudra en effet mettre en place, dans le même thématique que les moments de bien-être, des moments peut-être de parole entre consommateurs pour se dire, voilà, pour essayer de faire un partage d'expérience sur ce qu'ils ressentent, où ils en sont dans l'arrêt. Est-ce que, en fait, ça permettra aussi d'encourager un sentiment d'unité, le fait de savoir qu'on n'est pas tout seul avec ça, pas tout seul face à notre consommation et face au fait de vouloir arrêter. Parce que même dans l'arrêt d'une consommation, ça se fait en plusieurs étapes qui peuvent prendre plus ou moins de temps en fonction du cas par cas. Mais voilà, discuter ensemble au sein de l'entreprise de pourquoi ils ont commencé, si jamais ils en sont capables d'en parler, et surtout comment en sortir. Donc des ateliers de bien-être, mais axés sur les substances et axés sur
les solutions pour éviter que ça se dégrade ou alors pour éviter que ça continue. Et du coup, merci beaucoup Maude. Et du coup, Victor, qu'est-ce qui pourrait être mis, par exemple, en place par les mutuelles pour accompagner les personnes souffrant de santé mentale? Qu'est-ce qui pourrait être pris en charge Oui, pour- alors là, je vais prêcher pour ma paroisse, évidemment, mais c'est vrai que la complémentaire santé d'entreprise, ça reste un outil également à la disposition des entreprises et à la disposition des salariés qu'il faut pas minimiser. C'est important de regarder déjà, de un, ce que vos complémentaires santé font en matière de couverture. Si on parle de santé mentale, eh bien, est-ce que les actes de psychiatrie, les actes de psychologie sont pris en charge, les actes de prévention, mais aussi des fois des actes de bien-être type sophrologie, ostéopathie, qui peuvent des fois soulager et qui sont souvent des souffrances qui s'ajoutent, des souffrances physiques qui s'ajoutent aux souffrances mentales. Est-ce qu'elles sont prises en charge? Est-ce que le salarié a les outils en main pour pouvoir bien soigner et déjà s'enlever cette anxiété, ce stress qui vient s'accumuler à celui de la charge de travail? Et ensuite, est-ce que l'assurance vous propose également des services pour accompagner vos salariés face aux addictions, face au stress en entreprise? Est-ce que, par exemple, certaines assurances mettent en place des assistances psychologiques pour accompagner les salariés, des aides quotidiennes lorsque, par exemple, elles sont débordées, type conciergerie, mais également des remboursements sur tout ce qui va être dispositifs de sevrage comme les médicaments de nicotine, etc. Donc c'est vrai qu'en fait, c'est important aussi de savoir regarder aussi dans sa complémentaire santé qu'est-ce qui peut être mis à l'attention des salariés pour permettre à l'entreprise de les accompagner face à ces problématiques. Évidemment, ça n'enlève en rien à l'entreprise aussi de mettre en place des actions concrètes pour faire face à la souffrance au travail. Et là, je rebondirai, mais je pense que l'OBNA complétera, mais je compléterai avec une publication d'une RH spécialisée en juridique, Lubna Tigroussine, qui disait justement que l'entreprise se devait aussi de consulter le CSE lorsqu'il y avait des nouvelles organisations de travail, informer sur les changements de conditions de travail au sein de l'entreprise et réaliser des points réguliers avec les équipes aussi pour désamorcer ces facteurs qui peuvent être aussi des facteurs de stress pour les salariés lorsqu'on change de direction, lorsqu'on change de méthode de travail, lorsqu'on change d'organisation. Tout ça, ça peut être aussi des facteurs de stress et d'anxiété pour les salariés. Ok, très bien, merci Victor. Maude, je te laisse prendre la parole. Oui. Si je voulais, si je peux me permettre, je pense qu'aussi ce qui pourrait être très bien au sein des entreprises, c'est de faire comme une fiche santé avec des données ressources. Parce que moi, dans ma patientèle, c'est quelque chose que je vois pas mal au fur et à mesure, des personnes qui viennent et qui me disent « Bon, on est venu parce que déjà, question de praticité par rapport à l'endroit où on habite, mais au-delà de ça, ils se débrouillent pour trouver. En fait, ils n'ont pas trop de ressources. Ils se retrouvent face à leur détresse et ils sont seuls. Et certes, aujourd'hui, il y a plein de choses qui existent pour pouvoir trouver des psychologues rapidement, mais parfois, je trouverais ça bien qu'au sein des entreprises, il y ait par exemple des fiches santé avec, par exemple, pour le sevrage tabagique Kitoxyl, des adresses de psychologues, de psychiatres, d'endroits publics, anonymes et gratuits, par exemple, aussi pour les personnes qui ont peut-être moins les moyens et moins l'envie qu'on soit au courant de leurs problématiques. Je pense que ce serait pas mal de développer ça dans les entreprises, comme ça, en amont, si jamais l'employé commence à se sentir mal, plutôt qu'attendre, il saura déjà directement vers qui se tourner, et ce sera un gain-temps, je pense, tant au point de vue de l'énergie que du temps à consacrer dans la recherche d'aide. Oui, et peut-être pour compléter, moi je l'ai vu faire aussi dans certaines entreprises, et ça marchait quand même pas mal, c'était de faire intervenir des intervenants sur le tabac, par exemple. Des professionnels qui peuvent venir discuter pendant un quart d'heure, 20 minutes et répondre à des questions toutes bêtes sur, voilà, vous êtes dépendant au tabac, vous en avez marre, vous voulez vous sevrer, comment il faut faire, existe-t-il des astuces, des recettes qui marchent pas, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très bien vécu et qui permet vraiment d'avoir une dynamique, d'avoir envie d'arrêter. Souvent, on le voit dans les sociétés, il y a une dynamique qui se met en place, un a arrêté, le deuxième arrête, le troisième arrête, etc. Il y a un effet contagion aussi dans le bon sens cette fois-ci
sur l'arrêt du tabac. Je reviens sur les baby-foot. Pareil, baby-foot, flipper, c'est des choses qui permettent vraiment de s'extirper et qui sont des instants ludiques, souvent des lieux un peu ludiques, etc., qui sont vraiment incontournables et qui finissent par être investis lorsque l'institution institutionnalise un petit peu ces lieux et ces temps. Et il faut institutionnaliser ces temps et ces lieux parce que tout le monde y gagne. La musique, c'est quelque chose qui marche aussi très bien. C'est-à-dire au moment des temps de repas, de pouvoir éventuellement faire un thème de musique un jour par semaine, où les personnes pourront apporter leur musique qu'ils ont envie de faire découvrir aux autres, une playlist ou quelque chose de cet ordre-là. Et c'est des choses auxquelles on ne pense pas et qui sont des choses qui changent complètement un petit peu l'allure que peut avoir le travail. Or, rappelez-vous, l'ambiance du travail est un des facteurs du burn-out. L'ambiance du travail. Comment faire en sorte que cette ambiance qui est pesante par définition, parce qu'il y a des missions à remplir, comment adoucir cette ambiance? C'est le bien-être avec l'autre, c'est la bienveillance, c'est parfois de la musique, parfois des lieux qui sont décorés, où il y a un thème qui va être engagé. Alors ça nécessite d'y penser, d'investir un petit peu ces idées, mais en général, l'entreprise, elle y gagne dans ce contexte-là. Donc ça, c'est quand même important. Peut-être une dernière chose aussi que je voudrais rajouter, j'y pensais tout à l'heure, et qui est importante, c'était sur les complications qu'on pouvait avoir. Le burn-out, on voit, on se dit, bon, c'est facile, c'est un épuisement au travail, la personne n'est plus rentable du tout, elle peut plus se concentrer, elle a des problèmes de mémoire. La clinique, elle est relativement simple. Là où ça se complique, c'est lorsque justement apparaissent les complications. C'est-à-dire que ça devient un handicap global à partir du moment où se complique par dépression, par anxiété, par addiction, par tout un tas de problématiques qui vont apparaître. Et le dernier instant, l'instant ultime, c'est le suicide. Il ne faut pas l'oublier. Donc le suicide, c'est la fin de l'histoire, un petit peu. Et là, effectivement, c'est à ce moment-là que les gens prennent conscience et se disent, il faut revoir un peu les choses. Comment on ne s'est pas aperçu qu'il était en burn-out et on voyait bien qu'il n'était plus le même, que son caractère avait changé, qu'il était plus dans son assiette, etc. Et ça, c'est quand même important de se rappeler que les grandes complications derrière, c'est quand même la dépression, le handicap, l'invalidité, la longue maladie et ensuite le suicide. Et donc, sincèrement, d'une petite chose au départ, entre guillemets, qui peut peut-être se prévenir un petit peu, s'accompagner et avoir des signaux d'alerte, on peut glisser très rapidement vers des maladies beaucoup plus problématiques. Merci beaucoup, Dr Gassman. Alors, il y a une question dans le chat. Donc de la part de Samy, voilà, il dit que les solutions que vous présentez sont intéressantes. Cependant, la majeure partie d'entre elles sont axées sur la responsabilisation des travailleuses et travailleurs par rapport à leur comportement. La prévention ne passerait-elle pas avant tout par une organisation de travail plus flexible permettant aux salariés de bénéficier des solutions que vous proposez? Voilà, donc question de la part de Samy. Là-dessus, c'est assez simple. Après, moi, j'ai un parti pris qui est très clair. C'est que, en tant qu'employeur ou représentant de l'employeur, j'ai une responsabilité concernant la santé et la sécurité de mes employés. Et ça, c'est le postulat de départ. Je considère quand même, alors là, je parle comment dire, je travaille dans une organisation qui est bienveillante, où on a une structure managériale très accessible. On a un COMEX, des middle managers, des opérationnels. Tout le monde est très accessible, donc on a une culture qui est plutôt flat et on n'a pas cette organisation top-down qu'on peut avoir dans beaucoup d'entreprises. Les process de décision sont pour le gros plutôt collaboratifs. Donc on est quand même dans un environnement qui est sain. On est dans une agence de com, donc c'est plutôt sympa. On n'est pas dans des structures matricielles, etc. Néanmoins, je considère, alors c'est un parti pris, que les salariés sont co-constructeurs de leur parcours. Moi, en tant que représentant de l'employeur sur la partie RH et responsabilisation, j'ai ma part de responsabilité, mais je considère aussi que le chemin, je ne peux pas le faire toute seule. Les managers ne peuvent pas le faire tout seuls. C'est un chemin qu'on fait avec les salariés. Et si un salarié ne pose pas ses limites, si un salarié ne nous alerte pas, si un salarié ne prend pas le temps de développer les bons réflexes, de se renseigner et d'aller utiliser ce que nous, on met à leur disposition,
À un moment donné, je vais pas le sortir de son lit pour l'amener participer à un atelier, aller voir la coach, s'inscrire sur la plateforme. Donc, ils sont co-responsables, qu'on le veuille ou non. Donc, je refuse le discours. Alors là, c'est mon parti pris un peu extrême, mais je refuse le discours de l'employeur qui a droit de vie ou de mort sur le salarié qui subit. Aujourd'hui, les salariés, et si vous êtes un peu présent sur les réseaux sociaux, si vous analysez toutes les études qui sont faites, le pouvoir aujourd'hui, il est chez nos salariés. Et vous disiez, docteur, qu'il fallait mettre en place du sport, des ateliers cuisine et des choses. On n'a que ça chez nous. On a organisé il n'y a pas très longtemps une journée du chien avec plein de choses pour nos salariés qui peuvent venir avec leurs animaux. On a organisé un open dressing où chacun pouvait amener 4-5 pièces un peu sympas et l'échanger avec d'autres. Donc, ces petites animations qui sont faites pour faire venir nos salariés, puisqu'on a beaucoup de télétravail. Donc, on veut que quand les gens viennent au bureau, ils passent un bon moment. Donc, on crée tous ces moments de convivialité et ils sont essentiels. Et nos salariés sont libres de choisir leur… on n'a pas d'horaire, en fait. 98 ou 99% de mes effectifs sont cadres au forfait jour. Ils arrivent quand ils veulent, ils partent quand ils veulent. Malgré tout, on leur dit qu'ils doivent respecter certains horaires, faire respecter les amplitudes horaires, le repos quotidien, etc. Mais c'est compliqué. Et c'est compliqué d'aller suivre chacun en disant, tu arrives à quelle heure, tu repars à telle heure, tu as fini à 19h30, demain matin, on ne peut pas. Enfin, c'est trop compliqué. Donc, je prône vraiment la responsabilisation des salariés en co-construction avec nous. Le chemin, on ne peut pas le faire tout seul. L'employeur, il ne pourra pas le faire tout seul. Donc, on met des choses en place, on est vigilant, mais si les salariés ne nous parlent pas ou s'ils ne profitent pas de ce qu'on met en place, on peut faire ce qu'on veut, il ne se passera rien en fait. Et le problème ne sera pas résolu. Ça a été évoqué tout à l'heure, mais je me permets de compléter avec… c'est un point qui avait été abordé lors de notre dernier webinaire Lola S avec Charles Chantala, directeur commercial de Indeed, et qui disait au sujet des avantages sociaux qui sont mis à la disposition des salariés, en effet, il faut leur permettre de s'en saisir. Il faut aussi que la culture d'entreprise soit propice justement à ces avantages salariaux et que les salariés se sentent libres de s'en saisir. Par exemple, Indeed a mis en place les congés limités. Et bien, en fait, si à chaque fois qu'un salarié veut s'en saisir, eh bien, on le fait culpabiliser de le faire. On lui rappelle en fait qu'il n'était pas là et qu'il était en congé. En effet, en fait, c'est possible. Et c'est vrai que l'entreprise ne doit pas non plus infantiliser les salariés et leur laisser l'autonomie en fait de saisir des choses qui sont mises à leur disposition, à condition bien sûr que la culture d'entreprise soit alignée avec les choses mises à la disposition des salariés. Je me permets aussi de compléter avec toujours peut-être libérer Maud, je crois que Maud… Oui, Maud va devoir nous quitter. Merci beaucoup Maud pour votre intervention en tout cas. Merci beaucoup Maud. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. On va aussi bientôt conclure, mais je finissais avec du coup des listes d'actions de prévention que j'avais aussi pour prévenir des burn-out auprès des salariés. Il y avait pour l'employeur le fait de prendre la responsabilité de mesurer aussi la charge de travail régulièrement des salariés en faisant des points avec eux, en leur demandant en fait comment ils se sentent, si le travail aujourd'hui qu'ils doivent abattre, ils se sentent capables de le faire. Et aussi, comme tu le disais tout à l'heure, Lobna, checker la prise des congés, le temps de repos et veiller à la déconnexion des salariés. Et des fois, c'est vrai que des fois, il faut les obliger un petit peu à le faire, parce que sinon, dans la mécanique, l'envie de bien faire, de répondre aux exigences, en fait, on s'enferme dans une boucle où on s'empêche de le faire. Donc, c'est vrai que des fois, l'entreprise doit être là, avoir ce rôle de garde-fou, d'arbitre, pour justement aider les gens à sortir la tête de l'eau. Et ce qui est fou quand même quand on y pense, c'est qu'en 2022, et là on commence à préparer tous 2023,
le pouvoir a longtemps été chez l'employeur. Aujourd'hui, il est clairement chez les salariés. Moi, je vois dans les process de recrutement, il y a 15 ans, on m'aurait dit, est-ce que je peux venir travailler avec mon chien? J'aurais ri. Aujourd'hui, je dis, mais je paye les croquettes, quoi. Donc, j'en rigole, mais c'est vrai. Donc, on met vraiment tout en place pour le confort, pour le bien-être de nos salariés. Et malgré tout, ils n'ont jamais été aussi malheureux qu'aujourd'hui. Donc, c'est contextuel. Enfin, il y a beaucoup de choses. Je pense aussi que les outils numériques sont un vrai problème. Ils sont une vraie avancée, mais sont aussi un vrai problème. Quand je parle des outils numériques, je parle notamment de la communication par mail. On est saturé des mails. Nos équipes passent un temps de dingue à gérer les mails. Et toutes ces petites notifications qu'on reçoit, LinkedIn, machin, les mails, le WhatsApp, etc., ça va devenir dingue en fait. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait que nos salariés sont tous majeurs. On a quelques alternants et encore même nos alternants sont majeurs, donc ils sont aussi responsables. Ils doivent se créer leurs automatismes et ils doivent aller profiter de ce qu'on met à leur disposition. Et il n'y a que comme ça que vraiment on arrivera à trouver des solutions. Il y a des problèmes pour lesquels on n'a pas de solution. Quand vous avez sur un poste, vous avez un poste ouvert pour lequel vous n'arrivez pas à recruter, celui qui est en poste, malheureusement, il fait le travail de 2 personnes. Et à voir comment on compense après, etc., c'est compliqué. Mais voilà, si on peut alléger via d'autres dispositifs, ça allégera à minima les contraintes initiales. Voilà. Si je peux intervenir Alors oui, juste alors le webinaire donc touche à sa fin. On va faire le mot de la fin. Le mot de la fin. Alors, je ne sais pas si c'est le mot de la fin, mais en tout cas dire que bien sûr ça dépend des entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises où parfois les salariés, vraiment c'est très dépendant, hein, où des salariés n'osent pas, par exemple, prendre des initiatives. Et que si la culture n'est pas là, c'est Victor qui parlait tout à l'heure d'une culture. Pour rappeler que des choses ont été mises en place, parfois on a des professionnels qui n'osent pas et qui vont s'enfoncer dans cette espèce de burn-out et forcément ne verront plus les perches éventuellement qui sont proposées. Je parle dans les sociétés ou dans le service public, etc. Hein, je ne parle pas dans d'autres types d'entreprises. Donc il est parfois pas si simple. Il faut savoir prendre soin de l'autre parce que l'autre prendra soin de soi-même. Donc nous, on ne se voit pas s'effondrer, mais les autres peuvent le voir. C'est vrai que c'est peut-être quelque chose qu'on doit retravailler tous ensemble et évidemment ne pas imaginer que c'est un qui peut être responsable ou la hiérarchie ou un tel, etc. C'est pas le problème, ça. Le problème, il n'est pas à ce niveau-là. Et responsabiliser les individus, c'est très important. Responsabiliser, ça, c'est très important. Et ensuite, les accompagner ou les aider. Voilà, merci. Merci, Dr Gassman. Je me permets. La journée du chien, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Un chien, ça apporte énormément de choses dans les services. Et il n'y a que dans les pays anglo-saxons où il y a cette culture du chien à l'hôpital, par exemple, dans un certain nombre de services. En France, nous, c'est compliqué, on ne peut pas. Le chien, c'est les maladies, machin. Mais c'est génial, un chien dans les services. C'est super. Et c'est vrai, je me permets de rebondir. Effectivement, il faut sensibiliser. Il faut informer aussi, informer et former les équipes à identifier les premiers signes de burn-out pour pouvoir les prévenir. Informer et éduquer aussi le CSE sur ces sujets pour qu'ils puissent communiquer et former les équipes, faire des points là-dessus de manière à ce que voilà, les gens aussi, des fois, sont dans la capacité de se rendre compte eux-mêmes qu'ils sont sur une pente glissante et qu'ils se dirigent vers un burn-out. Tout le monde n'a pas le réflexe de s'arrêter à temps. Donc, c'est vrai que des fois, ça peut être aussi un rôle de l'entreprise de prévenir ces points. Et Alexia, désolé, je fais le mauvais élève. Non, mais c'était pour dire le mot de la fin. Du coup, voilà, comme le webinaire touchant à sa fin, Madame Kaleja, est-ce que vous voulez dire quelque chose pour conclure, une petite phrase, un mot, quelque chose? Prenons soin de nous et prenons soin les uns des autres. Voilà, pensons à nous. Prenez soin aussi de vos managers parce qu'ils sont parfois aussi en souffrance. Tout à fait. Voilà, donc le bazar, il est en 360 en fait. Donc voilà, prenez soin de vous, de vos collègues, de votre famille et voilà, et essayez de profiter des fêtes. Super, merci à vous tous en tout cas, c'était très intéressant. Alexia, peut-être vous aussi un mot de la fin peut-être. Moi, c'est exactement arrêtez de fumer, ça c'est important. Arrêtez de fumer, voilà. Sans culpabiliser. C'est ça. Faites-vous aider. Voilà, c'est bientôt la nouvelle année, donc ça peut être une résolution d'arrêter de fumer à partir de 2023. Voilà, petit mot de la fin. Et du coup, en ce qui me concerne, pour ceux que ça intéresse, le webinaire sera en replay. Je partagerai encore en commentaire dans le live quelques infos, notamment la documentation sur laquelle je me suis appuyé,
les LinkedIn des intervenants et le site web de Lola Health ainsi que celui de Clava pour ceux qui seraient curieux de comprendre un petit peu ce qu'on y fait. Et voilà, et n'hésitez pas à vous abonner à nos pages et à nous suivre pour être au courant des prochains webinaires qui arrivent très prochainement. Merci. Merci à vous. Merci, au revoir. Très belle fin de journée. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.